Waouh, ça fait presque 5 mois depuis mon dernier update. J'imagine que tout le monde pensait que j'étais mort, hein. Heureusement, non. Plus sérieusement, j'ai vraiment été pris ces 2 derniers mois, et vous expliquer comment j'ai failli mourir quand j'étais enfant n'était pas dans mes priorités. Aujourd'hui, je vis à Waterloo, en Ontario, et je travaille pour obtenir mon diplôme d'informatique. Oui, je suis un gros travailleur. Comme vous pouvez vous en douter, l'informatique, c'est assez chronophage. Donc forcément, j'ai presque oublié ce blog. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Je me suis souvenu de visiter le conduit dont les enfants de Caledon m'avaient parlé. Il était dans une clairière, entre 2 zones boisées, près d'un marais. Malheureusement, je n'ai absolument rien trouvé. Juste une tortue qui s'est rétractée dans sa carapace quand je me suis avancé. J'ai pris quelques photos du conduit que je posterai. Maintenant, je veux juste vous dire que ce n'était pas l'égout pluvial qu'on m'avait décrit. Ce que j'ai vu était un simple tuyau qui permettait à l'eau d'aller vers le marais. Quand je suis revenu de Caledon, en revanche, j'ai juste oublié d'en reparler. Ça ne me paraissait plus si important, j'en suis désolé. Enfin, ça ne l'était pas, jusqu'à récemment. Car je suis de nouveau intéressé. En septembre, j'ai reçu un mail de cette adresse, returnthebee@hotmail.com. Marrant, non? Partez pas, j'ai mieux. Je vais vous lire le mail, exactement tel que je l'ai reçu. Cher Elliot, mon garçon, mon cher garçon, tu m'as tellement manqué. Oh, comme tu as grandi. Tes yeux pétillants sont restés les mêmes néanmoins. Ces yeux qui cherchent de l'aventure. Oh, je les imagine, et ça réchauffe mon vieux cœur d'ours. Le jour où tu es venu me rendre visite, j'étais tellement heureux que j'ai voulu aller chercher des fraises. Il m'avait dit que tu allais venir me chercher. Bientôt, tu ne seras plus seul. Je suis tellement triste de ne pas avoir pu te dire bonjour quand tu es venu me voir. Pas seulement une fois, mais 2. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras bientôt jouer avec les autres enfants. J'ai rendu ma cave encore plus confortable qu'avant. Sans câlin moelleux. Mr. Beer. Bon, il est évident que cette lettre est un faux. Mais je voudrais tout de même remercier celui qui me l'a envoyé, parce qu'elle m'a bien foutu les jetons, et m'a poussé à recommencer à poster sur ce blog. Je trouve que ça reste distrayant de creuser dans les mystères de mon enfance. Mon coloc connaît toute l'histoire maintenant. Il a cru que la lettre était vraie. Il a même eu l'air plus effrayé que moi pendant un moment. Et je veux dire, quelles sont les chances que ce Mr. Beer sache que je suis allé à Caledon ces derniers temps, qu'il connaisse mon mail, ou encore qu'il sache que je suis toujours intéressé par sa cave. Je vais répondre à ce mail. Rien qu'en regardant l'adresse, on peut voir que quelqu'un cherchait vraiment à me faire flipper. Ça n'a pas vraiment marché. Cependant, qui que vous soyez, merci d'avoir piqué mon intérêt envers cette énigme. Peut-être que je pourrai trouver ce qui est arrivé à Mr. Beer, essentiellement parce que même si je ne crois pas à ce mail, il me rend tout de même anxieux. Merci à tous ceux qui continuent de me suivre et sont devenus de vrais fans. C'est en partie grâce à vous que je me pousse à continuer. Update, 9 novembre 2013. Je n'arrive pas à croire que ce blog n'ait pas encore été supprimé. Je n'ai rien posté depuis si longtemps. J'ai mes raisons dont je préfère ne pas parler, mais cette année fut assez traumatisante pour moi. Certains avaient raison. Je n'aurais pas dû creuser dans ces mystères de mon enfance. Mais je ne pouvais pas résister. Il s'est passé 1 an depuis mon dernier post, et beaucoup de choses sont arrivées. Récapitulons où j'en suis par rapport à Mr. Beer. returnthebee@hotmail.com n'est plus utilisé. J'ai essayé d'envoyer un mail, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai réessayé en mars, toujours rien. J'ai déménagé à Ottawa, et je ne suis pas retourné à Peel ni à Caledon depuis un moment. J'avais mes raisons de partir, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai dû me faire une nouvelle adresse parce que certaines personnes ont littéralement inondé mon boîte de messages où ils prétendaient être Mr. Beer. Merci beaucoup les gens. Ou pas. Pourquoi ai-je recommencé à poster? Eh bien, Mitchell Wilson, vous vous souvenez, l'ancien flic ami de mon père, m'a appelé le 23 octobre pour me parler d'une cassette trouvée dans une aile de la bibliothèque publique de Brampton, ma ville natale pour ceux qui ne le savent pas encore.
Il m'a dit qu'il n'était pas autorisé à me parler du contenu de la cassette, par téléphone, étant donné qu'elle était considérée comme une preuve, mais il m'a demandé de venir la voir quand j'aurai le temps. Cette cassette a relancé mon intérêt pour la chose, car vous connaissez bien les dernières que j'ai vues. Je ne pouvais qu'imaginer ce qu'il y avait dessus. J'imagine que ça a quelque chose à voir avec Caledon Local 21. J'imagine que je voulais juste dire que je voulais continuer ce blog et remercier tous ceux qui continuent à l'écouter. Je ne sais pas quand je posterai à nouveau, mais quand je verrai cette cassette, je vous dirai ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais l'idée de voir une nouvelle cassette m'intéresse beaucoup. Update, 16 janvier 2014. Ce fut une longue année pour moi. L'université m'a fait passer pas mal de nuits blanches, surtout depuis que je suis à Ottawa, qui est l'endroit parfait pour faire la fête. Ironie. Mais maintenant, je suis de retour chez moi avec mon père à Brampton, où j'ai grandi. Je suis rentré le 18 décembre et j'ai visité des familles de la famille, ou du moins, c'est ce que j'aurais voulu faire. Le sentiment de joie que j'ai normalement à cette époque de l'année était absent. Pour répondre à la centaine de mails et de commentaires, oui, j'ai vu les cassettes que l'ami de mon père, Mitchell Wilson, a promis de me montrer. Mais ces cassettes sont une malédiction. Je voulais en savoir plus, mais je voudrais tout oublier. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je devais voir ces cassettes. Pas seulement pour moi, mais aussi pour vous, qui êtes aussi intrigués que moi par cet innommable homme en costume d'ours. Cependant, après avoir regardé ces cassettes, je ressens ce profond sentiment de malaise, ce sentiment de savoir que tous les enfants qui sont dans ces vidéos sont morts. Que j'aurais pu en faire partie et que l'humanité est quelque chose d'horriblement sombre. Si vous n'avez pas sauté ce passage pour les éléments plus intéressants, merci d'avoir écouté mes divagations. Le 1er janvier, j'ai appelé Mitchell Wilson pour lui demander quand je pourrais passer voir les cassettes. L'activité était plutôt ralentie au poste à ce moment-là, à cause d'une tempête de neige. Il m'a donc dit que je pouvais venir quand je le voulais. Le département qui gardait les cassettes n'était pas trop loin de chez moi. J'ai donc décidé d'affronter les routes enneigées et de rejoindre le centre-ville de Bramalea, où se trouve le poste de police. J'ai retrouvé Wilson à l'accueil, puis il m'a emmené au 2e étage jusqu'à un petit bureau. Il m'a demandé de m'asseoir et d'attendre le temps qu'il revienne avec les cassettes. Avant de quitter la pièce, il s'est retourné et m'a dit « Je comprends que tu sois curieux de voir ça, mais tu es sûr que tu veux le faire ?» Évidemment que j'étais sûr, enfin, je le croyais alors. On avait mis beaucoup de conditions pour me laisser entrer ici. Je ne voulais pas gâcher cette occasion. Ce commissariat possédait 4 cassettes, mais je n'ai été autorisé à en voir que 3. La dernière étant apparemment trop endommagée pour être lue sur magnétoscope. Paint with the Soul, épisode 3. Comment faire le ménage. J'avais presque oublié ce programme. Je ne l'avais jamais vu du temps où il passait à la télé, mais j'avais eu l'occasion de voir un épisode sur cassette au commissariat. Au début, la caméra faisait un panoramique autour d'une chambre étroite et vide. Une fenêtre se trouvait sur le mur à l'opposé de la porte. Il faisait noir dehors. Le caméraman s'approchait de la fenêtre, révélant une petite zone éclairée précédant une forêt dense, épaisse, environ à 5 mètres de la vitre. Le caméraman se retournait pour faire face à la porte et finalement commençait à parler. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien entretenir une pièce. J'ai reconnu la voix du caméraman, la même que précédemment. Faible, timide. La seule différence était ce bégaiement. C'est là que ça devenait bizarre. Le caméraman tournait l'objectif vers ses pieds, révélant une forte tige de métal qu'il attrapait de sa main libre. La main était celle d'un homme blanc de peau, de sorte qu'on pouvait facilement voir le sang frais dont elle était couverte. L'homme expliquait ensuite que pour que la chambre reste propre et accueillante, il était nécessaire de faire des sacrifices. Sur ces mots, il se mettait à fracasser le plafond de plâtre blanc avec la matraque. Un trou bien visible apparaissait bientôt sur le plafond, révélant des lattes de bois dont le toit était fait. Le sol était maintenant couvert de morceaux de plafond et de poussière de plâtre. L'homme tournait alors la caméra vers le sol, se filmant
en train d'écraser le plus gros morceau avec ses pieds. Puis, il retournait à la porte et laissait voir le désordre qu'il venait de créer. Et maintenant la chambre, et l'épisode se terminait avant qu'il puisse conclure. Wilson m'a prévenu que les 2 cassettes suivantes étaient bien plus dérangeantes. J'ai insisté pour continuer, même si une petite voix en moi me disait qu'il ne valait mieux pas. Booby, épisode 30. Children of the Light. Booby, une des émissions que j'avais regardées étant gosse. Je n'avais jamais vu cet épisode jusqu'ici, et je voudrais bien ne jamais l'avoir vu. L'épisode commençait de la même manière que tous ceux que j'avais eu l'occasion de voir. Une main d'adulte, Booby, se balançait de droite à gauche. Après quelques secondes, Booby se tournait vers la caméra et disait « Les chansons sont le mieux chantées quand elles sont chantées par des enfants. » Puis, la main disparaissait sous la table. Après quelques secondes, l'image coupait et l'épisode reprenait en extérieur. La caméra visait un feu dans une petite cuvette de terre. C'était la nuit, apparemment dans une petite clairière dans la forêt, même si c'était difficile à dire à cause de la qualité de l'image. Puis, la caméra zoomait sur le feu, qui brûlait d'une façon presque régulière. Soudain, une main était entraînée dans le feu par les mains d'un adulte. C'était une petite main, sans doute celle d'un enfant, et quelqu'un la tenait très fermement dans les flammes. Le son était absent les premières secondes, jusqu'à ce qu'une chanson se joue. Je connaissais cette chanson depuis mon enfance, celle que je chantais à l'église ou dans mon école catholique. Si vous ne la connaissez pas, je vous la mets en description. Cette chanson se jouait alors que la main de l'enfant était toujours maintenue par les flammes. Elle continuait de se jouer, tandis qu'il tentait de se dégager de l'étreinte. Elle continuait alors que la peau sur la main virait au rouge betterave et commençait à peler. Elle continuait alors qu'une fumée noire commençait à s'en échapper. Ça n'a pu prendre que quelques minutes avant que le membre soit entièrement noirci, exception faite des quelques parcelles d'os blanc visibles sous la chair carbonisée. Putain, cette image est toujours gravée dans mon esprit. La main était faible maintenant. Elle ne bougeait plus. C'est sur cette image que l'épisode se terminait. Mr. Beer Cellar, épisode 30. Mr. Beer ne cessera jamais de me mettre mal à l'aise, surtout en pensant à ce qui a failli m'arriver quand j'étais gosse. L'épisode prenait place dehors, dans une forêt, au crépuscule, rendant difficile de distinguer quoi que ce soit, surtout si on y ajoute la faible qualité du film, la marque de fabrique de la chaîne 21, en quelque sorte. La caméra était tenue dans les pattes de Mr. Beer, qui se filmait lui-même. Ce masque d'ours, il semblait tellement plus sinistre dans la pénombre. Il a alors pris la parole, la voix toujours étouffée par le masque. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais faire une chose merveilleuse pour mes amis. Je vais les envoyer loin, très loin, dans un endroit où ils seront sûrement très heureux. Mr. Beer tournait alors la caméra pour montrer un tout-terrain, suivi d'une remorque. Mais ce qu'on remarquait le plus, c'était ces 7 enfants immobiles, assis côte à côte dans la remorque. C'est le premier chargement, mais d'autres arriveront bientôt. Mr. Beer se retournait et pointait l'objectif vers une grande bâche étendue sur le sol. Il retirait alors la bâche, révélant une énorme fosse qui devait faire dans les 4 mètres de profondeur et peut-être 5 de large. Pendant tout le reste de l'épisode, on voyait seulement Mr. Beer transporter chaque enfant avant de le jeter dans le trou. J'ai demandé à Wilson s'ils étaient morts, en voyant certains d'entre eux bouger leur tête. Pas encore. Bientôt, tous les enfants étaient dans la fosse. Certains étaient dans des positions inconfortables après avoir été jetés, mais ils étaient toujours inconscients. La vitamine C aidera sûrement ces enfants pendant le grand voyage qui les attend. Mr. Beer faisait un panoramique sur de nombreux bidons d'essence, près d'un buisson, tout en prononçant ces mots. La caméra zoomait sur les bidons, tandis que Mr. Beer se mettait à fredonner. Et c'était la fin de l'épisode. Wilson m'a révélé que les enfants qu'on venait de voir
étaient 7 des 16 victimes dont on avait retrouvé les corps. L'essence était celle utilisée par l'homme qui jouait Mr. Beer pour y mettre le feu. Une fosse pleine d'enfants en train de cramer. Quel genre de taré ferait ça? J'ai de nouveau été pris de ce sentiment d'effroi quand j'ai réalisé que j'aurais pu être l'un de ces enfants. Wilson m'a ensuite expliqué qu'il m'avait menti en disant que la 4e cassette ne fonctionnait pas. Elle marchait encore et montrait l'incinération. Cependant, il a pensé que je ne serais pas capable de supporter la nature crue et dérangeante de cet épisode. Et vous savez quoi? Je crois qu'il a raison. Je n'ai même pas envie de voir cette cassette. J'ai mon compte pour l'instant. J'ai juste besoin de me remettre les idées en place. Le truc, c'est que le type qui tenait Caledon Local 21 est toujours là, quelque part. Du nouveau, sous peu. Elliot. Iénéry. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Elliot. Elliot était un garçon très malin qui adorait jouer avec ses amis. Un jour, il regarda une charmante émission de télé parlant d'un ours et de ses jeunes amis. Les enfants aimaient s'entraider comme tous les bons enfants. Mais ils aimaient aussi l'ours. L'ours adorait les enfants car ils étaient si bons pour l'aider. Lui et l'ange déchu. Les enfants et l'ours auraient voulu jouer pour toujours, aider de leur ami Booby. Mais l'ange déchu avait besoin de toujours plus d'aide. Alors les enfants durent faire le dernier sacrifice. Car c'est ça, les vrais amis Elliot. Ils s'entraident les uns les autres. Aide-nous Elliot. Brûle avec nous Elliot. J'ai besoin de toi Elliot. Il a besoin de toi Elliot. Reviens à ma cave. S'il te plaît. Reviens voir ton petit nounours adoré. Mr. B. Iénéry. Update, 14 avril 2015. Je voulais vous tenir au courant. Je le voulais vraiment. Cependant, les circonstances m'ont amené à me détourner de toute cette sale affaire. Depuis le temps, j'ai reçu des centaines de mails au sujet de mon blog, et j'ai même été contacté par un magazine qui voulait connaître mon histoire. Mais le temps est venu d'arrêter de faire la sourde oreille. Où j'étais passé depuis maintenant plus d'1 an. L'histoire de Pandore est vraie, et j'ai ouvert la boîte. Je l'ai ouverte en juin dernier, quand j'ai regardé la 4e cassette gardée au commissariat de Bramalia. Un autre sujet que j'aurais aimé aborder est le nombre de blagues et de faux mails que j'ai reçus de personnes disant être Mr. Beer. Mais pour commencer, parlons de la 4e cassette, celle qui m'a traumatisé au point de me faire abandonner mes recherches pendant tout ce temps. Après quelques semaines à feindre le silence, j'avais décidé de demander à Mitchell Wilson si je pouvais visionner cette fameuse 4e cassette dont il m'avait parlé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que je me disais juste que voir ça me servirait de conclusion. Évidemment, Wilson était réticent à l'idée de me montrer ça, mais j'ai insisté. Il m'a fait une offre. Si j'étais toujours intéressé au moment de mon 20e anniversaire, il me la montrerait. Incapable de faire mieux, je me suis contenté d'attendre. Le moment venu, en juin, eh bien, j'étais toujours intéressé. J'ai appelé Wilson. Il m'a avoué qu'il aurait préféré que j'aie oublié entre-temps, mais je n'étais pas prêt à admettre qu'il me refuse encore l'accès. Tu n'as aucun besoin de voir ce truc. Il n'arrêtait pas de me répéter ça. Mais il se trouve que j'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin à ce moment-là. En fin de compte, il a accepté de me recevoir au poste de Bramalia, un lundi après-midi. En ayant vu tous les sauts et des vidéos d'abattoirs en cours d'éthique, j'étais certain de pouvoir supporter ce que la cassette allait m'envoyer à la face. J'étais bien optimiste. Mr. Beer Cellar, épisode 31. Quand Wilson est allé chercher la cassette dans la salle où il garde les preuves, l'officier en charge des pièces à conviction a secoué la tête, son regard me disant « Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais ?» Wilson m'a expliqué que cette cassette contenait le dernier épisode connu de Mr. Beer Cellar. J'ai supposé à raison que j'allais assister au triste sort des enfants, et j'ai commencé à ressentir un sentiment d'effroi. L'épisode commençait dans une forêt, la même que dans les autres épisodes. J'ai mis un moment avant de le réaliser, à cause du noir. Les arbres et les feuilles ressemblaient à de simples formes qui dansaient dans l'obscurité. Une faible lueur était présente sur le côté droit de l'écran. Apparemment, il n'y avait aucun son.
Les mouvements des arbres indiquaient qu'il y avait un vent fort, mais on ne les entendait pas grincer. Lentement, la caméra commence à se tourner vers la lueur, révélant une colonne de fumée qui s'élevait d'un trou, les pointes des flammes perçant sur le dessus. Wilson a appuyé sur pause. « Tu es vraiment sûr de vouloir voir ça ?» J'ai insisté pour voir la suite, même si une partie de moi s'y opposait. La vidéo se poursuivait et le caméraman se rapprochait du trou. C'était le trou du précédent épisode, sauf que cette fois, il était rempli de formes indistinctes. Il y en avait qui bougeaient, flottant et s'agitant dans les flammes. D'autres étaient immobiles. Je savais très bien ce qu'étaient ces formes. La caméra commençait à s'ajuster à la nouvelle luminosité. De la chair en combustion, du noir, du rouge, un horrible mélange de couleurs et de mouvements presque irréels. J'aimerais pouvoir oublier ce que j'ai vu, mais on ne peut pas oublier une scène pareille. C'était pas un film d'horreur, c'était la réalité. Des êtres humains, comme vous et moi, tués d'une manière atroce. Un destin que j'aurais pu connaître. Après un cut soudain, la vidéo reprenait. C'était l'aube. La caméra était positionnée assez loin du trou. Le feu était éteint. Cependant, il y avait encore un peu de fumée qui s'échappait du trou. Une forme se tenait un peu devant. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était le costume de Mr. Beer, étendu par terre. Vide. Il y en était d'autant plus troublant. Le costume avait les bras étendus à angle droit du corps et les jambes bien droites, comme une croix. Le caméraman faisait un tour autour du costume comme s'il filmait un artefact sacré. Il y avait un petit écriteau posé sur sa tête, imprimé en lettres rouges. INRI. Le caméraman faisait ensuite un plan d'ensemble sur le costume, avant de zoomer sur le masque d'ours. Et l'épisode se terminait enfin. J'étais sans voix. C'était comme un rêve. On peut trouver beaucoup de choses horribles sur Internet. Mais je n'avais jamais rien vu de tel. Wilson m'a demandé si tout allait bien. Et j'ai répondu par un « oui », tremblant. Je l'ai assuré une fois de plus que j'allais bien au moment de partir, en ajoutant que la vidéo m'avait apporté une conclusion satisfaisante à mes recherches. Il n'a pas semblé me croire, mais il m'a laissé partir là-dessus. Il avait eu raison de me prévenir. Après ça, j'ai eu des cauchemars pendant des semaines. J'ai fini par abandonner. Je ne me suis plus intéressé à l'affaire. Un dingue avait brûlé tout un groupe d'enfants après les avoir attirés avec une fausse émission. J'aurais pu être l'un d'entre eux. Mais je suis toujours là. Je suppose que je devrais bénir ma bonne étoile. Mais je me sens coupable. Est-ce que si je suis toujours là, c'est uniquement par chance? 10 mois après, je suis de retour. Même maintenant, j'aimerais dire autre chose. Ma boîte mail a été inondée de messages. Certains me demandent plus de détails, d'autres si je peux mettre en ligne le contenu des cassettes, et d'autres prétendument envoyés par Mr. Beer. Premièrement, je ne peux pas uploader les cassettes, car A, ce sont des pièces à conviction conservées par la police, et B, je n'ai aucune idée de comment convertir une VHS au format électronique. Maintenant, pour tous ceux qui se prennent pour Mr. Beer, vous ne trompez personne. Quand on a des dizaines de gars qui prétendent être la même personne, ça ne marche pas. J'ai même vu une fausse chaîne calée dans le local 21 sur YouTube. C'est bien mignon, mais toujours assez loin de la réalité. Encore plus énervant, quelqu'un a hacké mon compte juste pour poster une espèce de poème débile sur ce blog. Je l'ai laissé, histoire que tout le monde puisse bien voir. J'ai contacté le support, et on m'a dit que le poème avait été publié le jour d'Halloween. Flippant. Et était attaché à l'adresse paintwithb@aol.com. Donc je suppose que c'est encore une blague. J'ai vu l'épisode 31 maintenant. Le souvenir de ce que j'ai vu risque de me rester un bon moment. Mais j'ai envie de faire une dernière descente. Je vais recontacter Mitchell Wilson, et avec un peu de chance, j'aurai l'occasion de visionner les autres cassettes dispersées dans les différents postes de police de Peel. J'essaierai de vous tenir au courant dès que possible. Je ne pense pas que ça prenne un an une fois de plus. Merci à tous ceux qui continuent de suivre le blog. Elliot. Update, 21 juin 2015. Hey, me revoilà, et encore une fois désolé de ne pas donner de nouvelles plus souvent. J'ai eu la chance d'obtenir un job d'été qui paye plutôt bien, mais du coup, occupe pas mal de mon temps.
mais j'ai tout de même trouvé un moment pour persuader Mitchell Wilson de me laisser voir plus de cassettes. Il s'est arrangé pour me faire entrer au poste de Orontario Street, où j'ai pu voir quelques nouvelles pièces à conviction saisies à la ferme de Caledon. Wilson ne m'a jamais dit clairement combien de cassettes il détenait là-bas, mais dans tous les cas, je n'ai pu en voir qu'une seule. Elle contenait 2 épisodes. Paint with the Soul, épisode 2, à la cueillette aux fruits sauvages. Paint with the Soul n'a jamais été très évocateur pour moi, n'ayant jamais vu l'émission à l'époque où elle était diffusée, et les épisodes que j'avais vus n'aidaient pas vraiment à me faire une idée. L'épisode commençait avec la qualité d'image habituelle, dans une allée. Le caméraman avançait dans la ruelle, les ruines d'un immeuble d'un côté, une vieille barrière en métal de l'autre. Salut les artistes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver de délicieuses baies sauvages. J'ai reconnu cette voix, la même que dans les autres épisodes. Comme dans l'épisode 3, elle était légèrement tremblante, et j'y sentais une certaine anxiété. L'homme se dirigeait vers un vieux matelas, posé contre un mur. C'est ici que les écureuils cachent des choses. Il a alors tendu une main tremblante couverte de ce qui m'a semblé être du sang. Avec la mauvaise qualité de l'image, le liquide semblait brillant. Affreusement brillant. Il attrapait le matelas, il le laissait tomber sur le sol, révélant derrière lui un grand bac en plastique. La caméra zoomait alors sur le bac, révélant qu'il était rempli de petites baies rouges. Et voilà les baies. Puis l'homme plaçait la caméra sur le sol, de telle manière qu'elle soit au niveau des baies, en prenait une poignée, et je suppose les manger. Elles sont bonnes. L'homme était alors soudainement interrompu par un cri au loin, le forçant à reprendre en hâte la caméra et à partir en courant. L'épisode s'est terminé peu de temps après. Booby, épisode 39, Pignata Party. On m'a averti que cet épisode contenait des images dérangeantes. Après avoir vu le dernier épisode de Mr. Beer, je croyais bêtement que plus rien ne pourrait me toucher. Je n'avais pas vu d'épisode de Booby depuis un moment. Aussi, j'étais curieux de voir ce que pouvait contenir celui-là. J'aurais aimé ne pas l'être. Pourtant, l'épisode commençait presque normalement. Booby et son compagnon, qui n'avait pas de nom, parlaient d'une fête qu'ils préparaient pour leur ami. Booby suggérait de prendre une piñata pour animer la soirée. Son ami approuvait, puis la main qui jouait son rôle se mettait à faire des mouvements bizarres avec ses doigts. L'image coupait soudainement sur une pièce faiblement éclairée, qui ressemblait à un genre de garde-manger vidé de tous ses meubles. Ce qui m'a frappé sur le moment, c'est qu'il y avait un homme attaché à une chaise au milieu de la pièce, apparemment sans vie. La tête affalée d'un côté. Puis, un autre homme entrait dans le champ depuis derrière la caméra. Et l'homme sur la chaise commençait à se débattre et à pousser des cris étouffés, clairement audibles. L'autre homme portait des vêtements sombres avec une cagoule pour masquer son visage. Il sortait alors une batte de baseball et la tendait au-dessus de la tête de l'homme. Enfin, il faisait un rapide moulinet et la battait d'un coup sec dans un bruit mat. Mais assez fort pour bien me faire comprendre que c'était un coup puissant. L'homme en noir obstruait la majorité du champ de vision, mais je pouvais voir que l'autre était mort, effondré. Il continuait à le frapper jusqu'à faire jaillir le sang, éclaboussant le plafond de plâtre blanc et les murs en bois. C'est heureux que le caméraman soit resté devant l'homme tout le long. Au moins, je n'aurais pas vu le résultat du premier coup, qui avait produit un son si horrible. L'épisode se terminait peu après. Cet épisode a été l'un des plus dérangeants que j'ai pu voir. J'ai demandé aux officiers en présence si l'homme sur la chaise avait pu être identifié. Il semblerait qu'il s'agisse du père d'un des enfants kidnappés par Mr. Beer. Je suppose qu'il était venu à Caledon pour secourir son fils ou sa fille. Je n'ai pas demandé son nom. Je me demande si j'aurais dû. Je viens de réaliser que cet épisode précédait de peu Jouons avec des ciseaux, l'épisode 42 de la série que j'avais vu à 5 ans. Si les autres épisodes de cette période sont comme ces deux-là, je ne sais pas si j'ai très envie de les regarder. Je ne suis pas sûr de combien de temps je vais continuer à courir d'un poste de police à l'autre, à visionner ces cassettes. Honnêtement, j'ai le sentiment que ça ne mène nulle part. Et quand je demande de l'aide, tout ce que je reçois, c'est des mails venant de crétins qui prétendent être Mr. Beer. Cette adresse, paintwiththebee@aol.com par exemple, un fake évident, dont j'ai reçu une ou deux missives où il me disait combien il ou ça m'aimait,
Quand je lui ai répondu, ma réponse tenait en 2 mots. Ferme-la. Tout ce que j'ai eu en retour, c'était INRI. Ces blagues de merde doivent vraiment s'arrêter maintenant. Mais je digresse. Je vais continuer à chercher des informations. Merci à tous de continuer à lire ce que j'écris.